Bonjour à vous et bienvenue dans Géopolitis. Jair Bolsonaro peut-il gagner l'élection présidentielle au Brésil malgré son bilan calamiteux face au favori Lula? À 20 jours du premier tour du scrutin, 20% des électeurs demeurent encore indécis. La victoire de l'ex-président Lula en octobre prochain pourrait constituer un tournant pour l'Amérique latine. Du Chili à la Colombie, la gauche au pouvoir. Nous en parlerons avec notre invité Christophe Ventura. La démocratie est peut-être l'enjeu majeur de ce scrutin présidentiel brésilien. Le Brésil qui a vécu sous la dictature de 1964 à 1985. Pas anodin face à un Jair Bolsonaro nostalgique de la dictature militaire et qui promet de ne pas reconnaître le résultat de l'élection en cas de défaite. C'est un duel entre la gauche et l'extrême droite qui se joue en ce moment même au Brésil. Dans 5 semaines, le plus grand pays d'Amérique latine élira son nouveau président. D'un côté, le leader de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, 76 ans. Favori des sondages, l'ex-président est candidat au scrutin du 2 octobre après avoir été condamné pour corruption, emprisonné pendant 1 an et demi et disqualifié lors des dernières élections de 2018. En face, Jair Bolsonaro, président sortant d'extrême droite, à 67 ans après 4 années au pouvoir. Cet ancien capitaine de l'armée et nostalgique de la dictature militaire brigue donc un second mandat à la tête du Brésil, malgré un bilan très négatif. Les évangéliques, l'armée, la police et la milice sont ses principaux soutiens. Elsa Anguinolfi. Jair Bolsonaro joue sur son image d'homme fort, de survivant, en lançant sa campagne officielle depuis la ville où il avait été poignardé en 2018, juste avant son élection. Ma vie a été épargnée par notre Créateur pour que je puisse, comme président de la République, faire le meilleur pour notre patrie. Surnommé le Trump des tropiques, le président d'extrême droite est un adepte des réseaux sociaux et des bains de foule. Avec sa femme Michelle, il affiche sa ferveur religieuse pour séduire les évangéliques, un quart des électeurs, alors que les sondages le donnent perdant. Élu avec 55% des voix en 2018, ce nostalgique de la dictature militaire, impulsif, parfois agressif, est aussi connu pour ses sorties ouvertement sexistes, homophobes ou racistes. Les Indiens ont changé, de plus en plus. Ils sont des êtres humains comme nous. Vera, je ne pouvais pas attendre autre chose de toi. Je pense que tu dors en pensant à moi. Tu as le béguin pour moi. Tu es une honte pour le journalisme brésilien. Face à l'ancien président Lula, connu pour ses politiques sociales, Jair Bolsonaro a fait adopter de nouvelles mesures d'aide. Qui est sous le seuil de pauvreté? Il pourrait y avoir des gens, oui. Ils n'ont qu'à postuler. Ils recevront l'aide Auxílio Brasil de 600 reais. 600 reais, l'équivalent de 120 €. Une augmentation de 50% des montants versés à des millions de familles votées à 1 mois du début de la campagne. Une mesure électoraliste selon ses détracteurs. Jair Bolsonaro vante aussi son bilan sécuritaire. Ils veulent désarmer les gens bien. Moi, je les ai armés en grande partie. Et le niveau de violence a baissé au Brésil. Le nombre de morts violentes intentionnelles pour 100 000 habitants a diminué depuis 2019, année de son entrée en fonction. Avec 680 000 décès liés au Covid, le Brésil a le 2e bilan le plus lourd au monde derrière les États-Unis. Au plus fort de la crise, les tombes sont creusées à la hâte. Certains hôpitaux manquent d'oxygène pour faire face à la maladie que Jair Bolsonaro avait comparée à une grippette. Nous allons tous mourir un jour. Tout le monde ici va mourir. Ça ne sert à rien de fuir cela, de fuir la réalité. Il faut arrêter d'être un pays de pédés. Les suites de la pandémie, la crise économique et l'inflation ont fait exploser le nombre de personnes qui souffrent de la faim au Brésil. Elles sont 33 millions, en hausse de 70% en un peu plus d'1 an. Un contexte difficile pour Jair Bolsonaro qui brigue un 2e mandat alors qu'il est visé par plusieurs enquêtes, notamment sur sa gestion de la pandémie.
Tout comme Donald Trump avant lui, le président sortant critique régulièrement le système de vote, faisant planer la menace d'un coup de force s'il n'est pas réélu. Nous ferons ce qui doit être fait. Christophe Ventura, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous depuis Paris. Alors, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste d'Amérique latine. Alors, sur quel bilan est-ce que Jair Bolsonaro a lancé sa campagne ? Il y a plusieurs manières en fait d'approcher ce bilan. D'abord, si on s'intéresse à la question économique et sociale, il est quand même négatif. Le Brésil de 2022 est dans une situation socio-économique pire que celle de 2018, qui était déjà assez mauvaise, même très mauvaise, ce qu'avait à l'époque d'ailleurs expliqué une partie de son élection. Mais aujourd'hui, tous les indicateurs du Brésil, pour faire court, vous pouvez prendre tous les indicateurs, la pauvreté, les inégalités, l'informalité, c'est-à-dire les gens qui travaillent au noir, dans le système D, sans contrat de travail, la faim, les problèmes de malnutrition, enfin vous pouvez les prendre un par un, et on réalise que le Brésil est dans une situation qui est la pire qu'il ait connue depuis, selon les indicateurs, entre 20 et 30 ans en arrière. Sur le plan politique, la crise démocratique qui avait commencé en 2016 avec la destitution d'Dilma Rousseff n'a pas été solutionnée. Le pays est encore plus polarisé, plus radicalisé, plus fragmenté, et on arrive aujourd'hui dans un pays qui politiquement n'est pas du tout stable, au contraire, il est toujours aussi instable, et on va d'ailleurs le voir au cours de la campagne présidentielle. Alors, donc, un bilan très négatif, même les élites économiques lâchent Jair Bolsonaro. Qui sont encore ses soutiens aujourd'hui ? Dans cette situation, Jair Bolsonaro a quand même des soutiens, il ne faut pas les sous-estimer. Il y a certainement un noyau, j'ai envie de dire, de 25 à 30% des Brésiliens qui soutiennent Jair Bolsonaro, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que les causes qui ont produit le bolsonarisme dans les années 2010 n'ont pas disparu. Je viens d'en parler un petit peu. Il prétend, lui, être celui qui pourra continuer à remettre le pays debout. Il va dire qu'il n'a pas eu de chance parce que le Covid lui est tombé dessus, parce que tout le monde lui en veut, etc. Mais il prétend encore pouvoir sauver ce pays qu'il veut amener à sa rédemption. C'est un mot qu'il emploie souvent. Donc il y a les causes qui ont produit, qui sont toujours là. Et puis le bolsonarisme a produit, c'est aussi maintenant une culture politique au Brésil. J'ai même envie de dire une culture sociale. Le bolsonarisme dépasse la figure de Jair Bolsonaro. C'est tout un Brésil de gens qui sont une forme d'individualisme agressif, j'ai envie de dire, dans la société. Des gens qui sont mués par un ressentiment, par un esprit de revanche, qui sont aussi des gens qui travaillent dans le système du travail précaire, de libéralisation de la société, qui sont à compte propre. Il n'y a que eux-mêmes, finalement, qui essayent de survivre dans une société de plus en plus brutale. Et ces gens-là trouvent un discours, non pas de solidarité ou de coopération, mais plutôt un discours d'affrontement dans la société avec d'autres qu'ils considèrent être leurs concurrents ou leurs adversaires. Le bolsonarisme, c'est tout ça. C'est le monde aussi des milices privées, le monde des milices des grandes propriétés foncières, de la police. C'est un peu tout ça, le bolsonarisme. Et d'autres soutiens derrière lui très importants de manière plus structurée. C'est bien sûr une grande partie des églises évangéliques. C'est à peu près un tiers des Brésiliens qui sont de confession évangélique. La plupart sont avec Bolsonaro, justement sur ce discours d'enrichissement personnel, d'individualisme forcené, etc., qui doit trouver son salut dans l'au-delà et non pas dans la construction d'une autre société. Les évangéliques, le lobby de l'agro-business, l'agro-industrie, qui est le premier secteur de l'économie brésilienne, bien sûr, est toujours avec Bolsonaro. Quand on dit qu'ils sont avec Bolsonaro, c'est qu'ils sont au pouvoir avec Bolsonaro. Le gouvernement brésilien, c'est l'alliance à la fois de cette agro-industrie, à la fois des secteurs militaires. C'est aussi une partie des élites financières et économiques, mais cette fois-ci qui le lâchent en quelque sorte après s'être allié à lui en 2018 et qui vont plutôt aujourd'hui, on en parlera je pense, soutenir Lula pour défaire Bolsonaro. Mais il a encore tous ces soutiens dont je viens de parler et qui font que il y a autour de lui certainement 25 à 30% d'un noyau qui de toute façon sera pour lui quoi qu'il arrive. Alors en face de Jair Bolsonaro, il y a Lula qui fait son grand retour. Il arrive comme celui qui pourrait réancrer le Brésil dans la démocratie, dans la stabilité.
Lula se présente pour la 7e fois à la présidence brésilienne et aujourd'hui il se présente, disons, avec une coalition qui est beaucoup plus large en fait que lui-même et la gauche traditionnelle brésilienne. Il y a bien sûr cette gauche, différents partis qui en constituent le cœur, mais il y a aussi avec lui une bonne partie du centre droit brésilien, de partis plus sociodémocrates ou du centre comme je viens de dire, et qui se cristallise en la personne qui est beaucoup moins connue en Suisse et en Europe, de Geraldo Alckmin, qui est l'ancien gouverneur de l'État de Sao Paulo, qui fut en 2006 l'adversaire malheureux de Lula au 2e tour de la présidentielle, et qui est vraiment une figure, disons, du centre droit et de la droite brésilienne traditionnelle, qui a été liquidée à l'élection de 2018 et qui a rallié Jair Bolsonaro et qui s'en est défait parce que trop infréquentable, trop compliqué, ingérable, parce qu'aussi la signature Brésil s'est largement détériorée dans l'économie mondiale depuis l'arrivée de Bolsonaro. Je ne l'ai pas assez souligné tout à l'heure, mais le bilan de Bolsonaro, c'est aussi une marginalisation accrue du Brésil, à la fois sur la scène internationale, dans les relations internationale politique, mais aussi dans l'économie. Le poids du Brésil est désormais marginalisé. Ce pays ne rassure plus les investisseurs, les marchés financiers. Il y a trop d'instabilité, trop de violence. Et du coup, y compris les élites économiques et financières du Brésil, désormais considèrent que, un peu à l'instar de Trump aux États-Unis, il coûte trop cher au Brésil pour pouvoir être conservé à la tête de l'État. Donc, aujourd'hui, ces derniers ont pacté avec Lula sur un objectif assez minimaliste et assez simple, qui est de défaire Bolsonaro pour que le Brésil revienne finalement à une certaine normalité, à une certaine, normalité politique qui permette au pays de se relancer sur le plan de l'économie et de devenir séducteur. Christophe Ventura, alors avec la possible victoire de Lula, sommes-nous en train d'assister à un mouvement de fond, Bolivie, Pérou, Chili, Colombie et peut-être bientôt le Brésil, la gauche qui revient au pouvoir en Amérique latine. C'est le Zoom d'Olivier Coller et on vous retrouve juste après. Figure historique de la gauche brésilienne, Ignacio Lula da Silva à la conquête d'un nouveau mandat présidentiel. L'ancien métallurgiste, visiblement marqué par l'âge et par des mois de détention en prison, attaque frontalement Jair Bolsonaro, l'homme qui a provoqué sa chute. Je veux vous dire président génocidaire. Nous ne voulons pas d'un gouvernement qui distribue des armes, nous voulons un gouvernement qui distribue des livres. Nous ne voulons pas d'un gouvernement qui nourrit la haine, nous voulons un gouvernement qui nourrit l'amour. Pour la première fois, l'icône des classes populaires admet des cas de corruption massive chez le géant pétrolier Petrobras durant ses 2 mandats présidentiels. Mais donné favori dans les sondages, il pourrait l'emporter et l'Amérique latine basculer encore plus à gauche. Après le Mexique, l'Argentine, la Bolivie, le Pérou, le Chili et le Honduras, c'est tout un continent qui a succombé à la tentation de gouvernance de gauche. Dernier exemple en date, la Colombie, qui pour la première fois de son histoire a élu un président de gauche, Gustavo Petro, ancien guerriero des FARC, qui a été porté au pouvoir par des mouvements sociaux très puissants. Il a promis la paix et la lutte contre le réchauffement climatique, tout en affichant un visage rassurant pour les investisseurs. On nous a accusés de vouloir exproprier les Colombiens, que nous allions détruire la propriété privée. En toute franchise, je vais leur dire ici la chose suivante. Nous allons développer le capitalisme en Colombie. Ils sont tous des héritiers de Fidel Castro, le père spirituel de la révolution cubaine. Une vague de jeunes progressistes déferle sur l'Amérique latine, plus pragmatique, en rupture avec les années de dictature et le corset moral de pays traditionnellement catholiques. Une gauche en quête d'un nouveau modèle économique
et on lutte contre les inégalités sociales. Une gauche moins radicale que certains cadors révolutionnaires, comme le tonitruant Nicolas Maduro, ont guerre ouverte contre les États-Unis et l'Occident. Alors, est-ce que la possible victoire de Lula, est-ce que ça pourrait véritablement constituer un tournant pour l'Amérique latine ? Oui, incontestablement, le retour de Lula, qui est une des grandes figures politiques régionales et même mondiales, c'est une des grandes figures politiques qui a joué un rôle ces 20 dernières années, que le monde entier connaît d'une certaine manière. Donc oui, de ce point de vue-là, le poids personnel, l'équation personnelle de Lula jouera dans ce sens-là, mais aussi des dynamiques qui sont un petit peu plus profondes et insérées dans les problématiques de notre époque. La venue de Lula, c'est le retour du Brésil en Amérique latine, indéniablement. Si, comme je l'ai dit, il aura des marges de manœuvre plus limitées à l'intérieur, l'objectif de Lula, c'est de finalement réinstaller le Brésil un peu comme leader de l'Amérique latine pour que l'Amérique latine ait une voie commune face aux grands événements du monde. Je pense en particulier à la guerre en Ukraine ou au changement climatique. Et l'intérêt du Brésil, qui a beaucoup d'atouts entre ses mains, qui est une partie de l'équation climatique, par exemple avec l'Amazonie, pour ne parler que d'elle, eh bien évidemment, il compte jouer ce rôle à plein et s'en servir pour peser dans l'ensemble des dossiers internationaux. Donc oui, le retour de Lula va signifier certainement, s'il gagnait, un retour du Brésil de manière plus avancée dans la scène internationale. Mais attention, ça ne sera pas sous l'angle d'un alignement aux États-Unis ou à l'Europe ou même à la Russie. Ce sera dans une forme de souveraineté plus marquée du Brésil et de non-alignement actif de ce pays pour obtenir le meilleur pour lui-même. Ce sera dans cette optique-là. Alors Lula arrive quand même avec un certain nombre de casseroles. Il y a quelques jours, il a reconnu des cas de corruption sous son mandat, mais malgré tout, il demeure favori. Oui, il demeure favori. Toutes les enquêtes d'opinion, pour peu qu'on puisse se baser dessus, indiquent que Lula, aujourd'hui, aurait certainement entre 45 et 47% des voix dès le premier tour, avec cette coalition large autour de lui, quand Bolsonaro en aurait autour de 32-33%, et puis les autres candidats derrière, entre 0 et 8-9%, pour avoir à peu près la photographie. Et au deuxième tour, s'il y avait un deuxième tour, Lula l'emporterait avec 52-53% contre pas 40% à Bolsonaro. C'est ce qu'indiquent aujourd'hui les résultats, montrant qu'il y a quand même aujourd'hui un ras-le-bol de Bolsonaro, si vous me permettez l'expression, quand même assez large dans la société brésilienne. Alors, il est favori, et donc, oui, si malgré tout cela, et malgré la corruption, etc., parce que Lula est revenu en 2022, parce que la gauche n'est pas en mesure de gagner sans lui. Avec lui, elle peut avoir une chance de gagner, elle tutoie la victoire, et avec lui et l'alliance avec le centre-droit, elle peut prétendre à la victoire, parce que la gauche brésilienne aujourd'hui, elle est convalescente, elle n'a pas produit de nouveau leadership lui permettant de se passer, entre guillemets, de la figure de Lula. Elle est aujourd'hui encore en convalescence, je disais, parce qu'effectivement, frappée par une partie de la disqualification qui est liée au procès anticorruption Lava-Jato. Et évidemment, le Parti des travailleurs a été touché assez lourdement par la corruption, comme tous les autres partis brésiliens qui existent, qu'ils soient de gauche ou de droite, parce que le système politique brésilien favorise de manière assez structurelle les phénomènes de corruption et de détournement des subventions privées reçues pour les financements des campagnes. Alors fin octobre, début octobre, fin octobre, les résultats. Jair Bolsonaro annonce déjà qu'il ne reconnaîtra pas les résultats en cas de défaite. Est-ce que c'est un scénario qu'on envisage, que vous envisagez ? Oui, c'est un scénario qu'il faut prendre avec le plus grand sérieux. D'ailleurs, je pense qu'il faut toujours prendre au sérieux ce que dit Jair Bolsonaro. Il faut comprendre dans son univers à lui ce qu'il veut dire. Alors, d'un côté, je ne pense pas, l'hypothèse la plus probable n'est pas un coup d'État au soir du 2 octobre. Je ne crois pas que ce soit ça, parce que je pense que Bolsonaro ne serait pas suivi par la majorité des Brésiliens, ni des élites du pays. Pas même de l'armée, qui n'a pas besoin d'un coup d'État en fait de Jair Bolsonaro le 2 octobre, puisque les militaires sont déjà largement aujourd'hui au pouvoir au Brésil avec lui. Un tiers des ministères brésiliens sont aux mains de militaires, ainsi que beaucoup d'entreprises publiques, et des milliers de militaires peuplent les administrations nationales, fédérales et locales brésiliennes. Donc je ne crois pas ça. En revanche, il est clair que
pour que Bolsonaro puisse conserver le pouvoir politique, et c'est en réalité son seul objectif, il va, à l'instar de Trump, il a déjà commencé, disons, instiller, diffuser dans la société un discours qui favorise finalement de la violence politique, des formes d'incidents qui pourraient émailler le scrutin. Il pourrait laisser des militants un peu radicalisés, en quelque sorte, mettre un peu du brouhaha partout dans la campagne, continuer après le premier tour à dire mais non, mais l'élection a été volée, et créer une campagne d'1 mois de campagne insoutenable pour les pays, suffocante, mais qui, en quelque sorte, même s'il perdait, permettrait à Bolsonaro, un peu comme Trump, de rester dans le paysage de manière assez incontournable et de fédérer en fait son noyau bolsonariste auquel, encore une fois, il ne renoncera pas. Donc quelque chose dans ce goût-là est possible, mais ce quelque chose que j'essaye de décrire peut tout à fait déclencher des choses qu'on ne peut pas anticiper, des violences, des incidents qui nous emmèneraient dans un scénario incontrôlable, hors de contrôle, y compris pour Bolsonaro lui-même, un petit peu comme ça a été le cas pour Trump avec le Capitole, où les choses sont allées beaucoup plus loin que ce qu'il avait cru penser démarrer au départ. Donc on peut être dans quelque chose comme ça et il faut effectivement y faire très attention. On peut avoir des surprises dans ce contexte-là. Christophe Ventura, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Paris et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. La défense de l'environnement et en particulier la préservation de l'Amazonie a été un enjeu majeur de campagne de l'ancien président Lula. Tout le contraire de son adversaire, ouvertement climato-sceptique, Jair Bolsonaro a soutenu le développement plus intensif de l'agrobusiness et des exploitations minières en zone tropicale. En 4 ans, la déforestation de l'Amazonie s'est considérablement accélérée. Mélanie Ohaillon. Cet été, le Brésil n'avait pas enregistré autant d'incendies en Amazonie depuis 15 ans. Selon les experts, la plupart sont intentionnels. Sur la seule journée du 22 août, 3358 feux ont été recensés dans la plus grande forêt tropicale du monde. Un joyau de biodiversité qui abrite 10% de toutes les espèces animales. Elle capture à elle seule des milliards de tonnes de CO2. Sous l'ère Bolsonaro, la déforestation s'est accélérée. En 2020, l'équivalent de 2 terrains de football disparaissait chaque minute. Le président brésilien est loin d'en faire une cause prioritaire. Notre Amazonie étant une forêt humide, elle ne prend pas feu. Là-bas, plus de 90% de cette zone est préservée. Elle est exactement la même que lorsqu'elle a été découverte en 1500. En réalité, les zones protégées d'Amazonie recouvrent moins de 50% du territoire et elles n'échappent pas à la déforestation. Depuis des décennies, les terres indigènes sont menacées par les feux et les bulldozers. Ils étaient des milliers à défiler à Brasilia ce printemps pour protester contre une loi permettant l'exploitation minière sur leurs terres. Aujourd'hui, c'est le moment de reconquérir notre territoire, notre faune et notre flore, et de marquer le territoire de notre Brésil, car le Brésil est à nous. Jair Bolsonaro ne cache pas son ambition d'exploiter toujours plus la forêt tropicale qui recouvre la moitié du Brésil, malgré les protestations internationales. Le président avait dénoncé en 2019 l'hypocrisie des Occidentaux. Aucun pays au monde n'a le droit moral de parler de l'Amazonie. Vous avez détruit vos propres écosystèmes. Des chefs indigènes sont venus jusqu'à Bruxelles cet été réclamer l'aide de l'Europe. Ils ont dénoncé l'inaction du gouvernement brésilien face aux crimes environnementaux après l'assassinat en juin d'un anthropologue et d'un journaliste en Amazonie. Bruno Pereira et Dom Phillips étaient là justement pour récolter des informations afin de dénoncer ce qui se passe en Amazonie brésilienne. Avec le développement des routes, des cultures de soja et d'huile de palme, de l'élevage, des concessions minières et pétrolières, l'Amazonie a déjà perdu 20% de sa surface originelle selon le WWF. Les menaces de Jair Bolsonaro de ne pas accepter le verdict des urnes s'il perd font peser le risque du retour à une dictature militaire. Des perquisitions ont même été effectuées chez des chefs d'entreprise qui se disaient favorables à un coup d'État sur des groupes WhatsApp. Pour de nombreux Brésiliens qui l'ont vécu, c'est la crainte de voir le Brésil renouer avec les années sombres de la dictature entre 1964 et 1985. C'est notre rubrique ce jour-là.
Le 31 mars 1964, l'armée renverse le président brésilien João Goulart, accusé de sympathie communiste. Un régime militaire se met en place. Les Brésiliens marchent au pas. Beaucoup sont envoyés en prison et torturés. De grandes voix s'élèvent, comme celle de Dom Helder Camara, l'archevêque de Recife. Au nom de l'anticommuniste, on arrive à tomber même dans des tortures. Enfin, auparavant, à vous, qu'est-ce qu'on vous a fait? Bien des chocs électriques, des tapes sur les oreilles, on appelle le téléphone, hein, des coups. La grande majorité des Brésiliens continuent de vivre dans la misère au nom de la lutte contre le communisme, garantissant le soutien des pays occidentaux au régime militaire. Vous n'avez pas eu besoin d'envoyer un soldat, de gâcher une mitraillette pour libérer l'Amérique du Sud de la menace communiste. Quelle que soit l'issue du scrutin, ce sont 4 années hors normes qui viennent de s'écouler pour le Brésil sous la présidence de Jair Bolsonaro. Des années de marginalisation pour le pays qui a reculé dans de nombreux domaines. Malgré tout, le bolsonarisme est là et bien là, appelé à durer, même en cas de défaite du président sortant. Qui est donc vraiment Jair Bolsonaro, plongé dans son quotidien avec ce livre, Le cauchemar brésilien, qui paraît chez Grasset. Bruno Meyerfeld, le correspondant du Monde au Brésil, y décrypte ce premier président d'extrême droite à s'installer à Brasilia. Au nom de toute l'équipe de Géopolitis, merci de votre fidélité. La semaine prochaine, nous nous intéresserons aux villes du futur. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube et notre partenaire TV5 Monde. À très bientôt.